Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse on-chain sur Bitcoin et les crypto-monnaies où nous allons observer le comportement des participants grâce à données issues directement de la blockchain de Bitcoin. Aujourd'hui, émission légèrement particulière car nous allons revenir sur les éléments de l'analyse écrite du 8 novembre en réponse à l'actualité par rapport à la chute de FTX. Donc, au sommaire de cette analyse, nous allons regarder l'activité des entités sur la chaîne, le nombre de transactions et de volumes de frais qui circulent actuellement dans le même pool, la rentabilité des dépenses avec diverses métriques, et ensuite nous nous intéresserons à quelques données issues de Glassnode qui sont fraîchement sorties, qui nous pourront nous permettre de mieux comprendre la situation actuelle vis-à-vis de Alameda Research, FTX, mais aussi de Binance. Donc, pour commencer, au niveau du prix, nous pouvons voir qu'après un 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e test du plancher de marché baissier situé entre les 17 800 et les 18 000 $, le prix a enfin invalidé ce support et se situe actuellement au niveau des 16 000, 16 200 $ avec un point bas au niveau des 15 700 $. Donc ce que beaucoup d'entre nous redoutaient vient d'arriver. Le plancher actuel du marché baissier a été invalidé et donc une nouvelle vague de méfiance et de prise de perte de vente est à attendre pour les prochains jours, bien que nous ne pouvons pas forcément nous baser seulement sur la peur car nous sommes à un moment du marché où l'optimisme et l'attractivité des prix peut aussi peser sur la balance et équilibrer l'offre et la demande. Les prochains jours nous le prouveront. Au niveau de l'activité sur la chaîne de Bitcoin, nous pouvons clairement observer une reprise de l'activité on-chain des entités depuis à peu près un mois. Je vais zoomer pour vous avoir un signal un peu plus intéressant. Donc voilà. Au fur et à mesure du marché baissier, nous avons eu des pics d'activité lors de moments notamment de baisse comme en mai et en juin, avec une tendance globale à la baisse qui nous indiquait bien que les entités n'avaient que très peu d'engagement et très peu de désir en fait de faire du règlement transactionnel sur Bitcoin au fil du marché baissier, ce qui est bien compréhensible car la plupart des spéculateurs étaient déjà à ce moment-là éjectés du marché, il ne restait plus que les hodlers, quelques traders fondamentaux et quelques autres convaincus qui continuaient à faire des transactions sur la chaîne, mais le gros des participants de la hype avait déjà disparu, ce qui montrait bien qu'il y avait une activité qui était en berne. Sauf que, depuis septembre environ, octobre, nous avons une recrudescence de l'activité on-chain, vue par cet indicateur, avec quasiment aujourd'hui plus de 20 000 entités actives qui sont réapparues au cours du dernier mois. Cette reprise de l'activité on-chain, elle fait d'abord suite à la reprise du prix du Bitcoin, suite à la période de faible volatilité au niveau des 19 000 qui nous a amené vers les 20 000, qui a attiré probablement plusieurs entités sur le réseau. Mais aussi, nous pouvons voir actuellement que grâce, ou plutôt à cause de la récente chute du prix due à tout ce qui se passe en termes de l'écosystème FTX, FTT et Binance autour de ça, il y a aussi une très forte hausse d'activité on-chain, donc qui est concomitante à cet événement, et qui n'est pas sans rappeler justement les événements de juin et mai 2022. Donc structurellement, ce qui se passe, c'est que ça fait quelques mois maintenant, plutôt un mois maintenant, que l'activité des entités sur la chaîne est en hausse, donc qu'il y a un désir, un intérêt d'engagement pour faire des transactions sur la Bitcoin, et il y a eu un catalyseur actuel, une forte baisse et un événement d'actualité important qui vient même d'augmenter l'ampleur de ce mouvement. C'est aussi palpable au niveau du nombre de transactions issues sur la chaîne qui, depuis environ octobre 2021, n'avait pas dépassé le stade des 230 000 transactions par jour. Donc on était autour de ce plafond qu'on n'avait pas franchi, bien que le nombre de transactions par jour continuait à croître en dessous de cette borne au fur et à mesure du temps, ce qui nous montrait qu'il y avait un joli niveau de rétablissement. Et actuellement, nous venons à peu près d'arriver à ce niveau, au niveau oui, des 231 000 transactions par jour, ce qui montre bien qu'il y a d'abord une hausse sensible en fait de l'activité on-chain suivant le prix avec la légère hausse jusqu'aux 20 000 et que grâce ou encore une fois à cause de l'événement FTX, FTT et de ce qui s'est passé avec Binance, nous avons eu un catalyseur qui a permis en fait à beaucoup d'entités sur la chaîne de réaliser des transactions, probablement des transactions qui étaient là pour faire des ordres d'achat ou de vente sur le réseau. Donc ce plafond est en train d'être testé. Il sera intéressant à suivre du coup au cours des prochaines semaines. Et ce signal d'intérêt de l'activité on-chain
qui est en cours de construction depuis à peu près d'un mois, devra être suivi, car s'il continue à augmenter malgré que le fait que le prix baisse, ça pourra potentiellement nous indiquer une nouvelle vague de demande sur Bitcoin, car les prix sont extrêmement attractifs à l'heure actuelle, bien que certains aient peur que le Bitcoin puisse mourir et tomber à zéro. Pour corroborer cette analyse, nous pouvons actuellement observer le mempool. Le mempool, c'est le bassin de transactions en attente d'être validé par le réseau Bitcoin. Pour faire simple, quand le réseau est congestionné, les transactions qui ne sont pas incluses dans le bloc sont mises en attente dans un bassin, donc le mempool, le memory pool, et ces transactions attendent. Donc plus le mempool est rempli, plus cela nous indique en fait que le réseau Bitcoin est congestionné, qu'il y a une demande de règlement on-chain et que les entités ont un désir de faire des transactions et probablement de voir ces transactions être inclus dans le prochain bloc le plus vite possible, donc être validées le plus vite possible. Aujourd'hui, nous pouvons voir un comportement qui est assez curieux et qui est relativement opposé à l'urgence on-chain que nous avions pu voir en mai 2022, lorsque le prix était passé des 40 000 aux 30 000 $. Il y avait vraiment eu un énorme mouvement de panique qui était visible sur la chaîne, car il y avait énormément de transactions sur le réseau qui étaient en attente, car le réseau était très très congestionné. Tout le monde a voulu bouger d'un coup, tout le monde a voulu changer des fonds à un moment, et du coup le réseau était très très congestionné. Mais c'était vraiment ici un pic éphémère. Ce que l'on peut voir, c'est que depuis fin septembre, début octobre 2022, il y a quasiment 9000 transactions qui sont en attente, qui ont été ajoutées au mempool. Et c'est une hausse qui est à la fois continue, graduelle et qui est très très organique, nous montrant qu'il y a bien un intérêt, un engagement de la part de certains participants pour faire du règlement on-chain, pour utiliser la chaîne de Bitcoin, malgré le fait qu'à ce moment-là, le prix était encore très très déprécié et que nous évoluions juste au-dessus du plancher du marché baissier. Donc cette conjonction graduelle du réseau, elle est due à une forte demande de règlement on-chain, et c'est un signal d'intérêt et d'engagement qui va être à suivre dans les prochaines semaines. Ce qu'il est intéressant d'observer pour l'instant, c'est que malgré le fait que le prix soit tombé et soit chuté des 20 000 environ jusqu'aux 15 000 actuellement, nous n'avons pas été témoins du pic de congestion que nous avions vu notamment en mai 2022. Donc cela peut nous indiquer que l'urgence et la panique sur la chaîne n'est pas aussi conséquente qu'à l'époque. Ce graphique peut aussi être confirmé par le volume de frais associés aux transactions de cette cohorte de transactions en attente. Donc, clairement, nous pouvons voir ici qu'il y a un énorme pic de frais avec beaucoup de gens qui sont prêts à déployer énormément de capital pour voir leurs transactions validées sur le réseau, dû à la panique. Et nous pouvons ici voir du coup une graduelle transition qui, petit pas, indique qu'il y a une demande croissante et organique pour du règlement on-chain sur Bitcoin. Notons que nous étions à peu près en moyenne à 0,11 BTC au total de volume de frais associés à transactions ici donc en septembre, le 30 septembre 2022, alors que nous sommes actuellement aux alentours de 0,5, donc ce montant a été multiplié par 5 en un peu plus d'un mois. C'est clairement un signal d'intérêt et d'engagement qu'il va falloir suivre, car il pourra nous déceler peut-être une nouvelle vague de demande dans les prochaines semaines. Au niveau maintenant de la rentabilité des dépenses, nous venons encore une fois d'invalider un test du pivot de la rentabilité des dépenses qui va du coup probablement nous mener vers une nouvelle phase de réalisation de pertes. Le graphique suivant se nomme ratio de profit-perte réalisé et fait le ratio entre les profits réalisés sur la chaîne et les pertes réalisées sur la chaîne. Quand il y a plus de profits que de pertes réalisées, l'indicateur sera vert et nous indiquera donc des phases de réalisation de profit ici. Quand les pertes seront plus fortes, nous aurons donc un indicateur qui tourne vers le rouge et qui nous indiquera du coup qu'il y a plus de pertes réalisées que de profits réalisés sur la chaîne, notamment pendant les mouvements baissiers. Et quand le profit réalisé et les pertes réalisées sont à l'équilibre, nous oscillons autour de cette zone neutre, autour du ratio 1, qui est donc la zone de transition entre les phases bull et les phases bear, les phases de profit et les phases de perte. Ce qui est intéressant d'observer, c'est que suite à ce que nous avions connu en août 2022 avec un scénario de dead cat bounce où les investisseurs avaient profité de la hausse pour vendre proche de leur coût de base et quitter le marché par méfiance, eh bien nous avons quelque chose de relativement similaire à l'heure actuelle, donc avec un retest à 2 reprises de la zone neutre qui vient d'être invalidé par la chute du prix actuel et qui nous fait donc augurer un potentiel retour de la prise de perte, du moins sur le court terme sur le marché. Idéalement, on aurait pu apprécier d'avoir justement une phase de réalisation de profit plus conséquente. Historiquement, nous avons pu connaître ça à plusieurs périodes, notamment ici, entre juillet et septembre. Donc on avait eu
un pic de réalisation de profit qui avait du coup testé la zone neutre en tant que support et qui avait confirmé du coup la reprise d'un biais haussier et de réalisation de profit et qui encore une fois ici avait retesté et qui était reparti à la hausse pour bien nous confirmer que oui, nous étions dans une tendance haussière avec un biais haussier et de la réalisation de profit conséquente. Donc ce n'est pas ce que nous voyons actuellement sur le marché. Nous voyons actuellement un test infructueux de la zone neutre qui nous indique bien que nous ne sommes pas encore prêts à avoir un mouvement haussier sain et une phase de réalisation de profit. Idem pour la SOPR, le ratio de rentabilité des dépenses, qui nous indique exactement la même chose en réalité, hein. Donc ici nous voyons bien deux tests infructueux en août qui ont du coup favorisé le scénario de Dead Cat Bounce. Les entités ont profité de la hausse pour réaliser des profits, quitter le marché, limiter les pots cassés, et ensuite laisser le marché redescendre tranquillement pas vite. Donc c'était vraiment un mouvement de méfiance où les investisseurs, quand ils arrivent à des valeurs d'investissement proches de leur coût de base, préfèrent se limiter sur leur position et limiter leur exposition, même si je puis dire, liquider une partie de leurs avoirs pour limiter le risque et du coup laisser le prix ensuite dépérir tranquillement. Et c'est exactement ce que nous venons de voir ici. Donc nous avons eu un premier test le 30 octobre, un deuxième test ici le 5 novembre, et suite à la forte chute du prix, nous avons eu une réalisation de perte d'environ quelque chose comme, oui, environ 4%. Un ratio à SOPR de 0,96 signifie qu'il y a une prise de perte moyenne d'environ 4% sur la chaîne actuellement. Ensuite, nous pouvons filtrer donc le ratio de rentabilité des dépenses pour les pièces les plus jeunes, et ce sera le dernier indicateur que nous verrons ici, juste pour montrer que même au niveau du court terme, nous avons eu cette phase de méfiance et nous avons eu cette invalidation, ce test infructueux de la zone neutre. Donc les pièces qui sont issues de moins de 155 jours sont des pièces qui sont issues, associées à un profil psychologique très particulier qui est celui des investisseurs à court terme, donc des investisseurs qui sont très très sensibles aux fluctuations du prix, qui sont capables de rentrer très rapidement mais aussi de quitter très rapidement le marché et qui ont souvent du coup des prises de profit assez rapides qui peuvent du coup nous indiquer si ils sont en train de hodl, de conserver leurs pièces alors qu'on a un mouvement haussier et de la réalisation de perte, ou est-ce que justement ils sont en train de prendre des profits dans la force d'une hausse. Donc clairement, nous avons pu avoir 3 phases de prise de profit légères en juillet puis en août 2022, qui ont ensuite amené du coup à la chute du prix ici. Et encore une fois, ici, nous avons pu avoir une légère phase de prise de profit avec un test en tant que support de la zone neutre qui a été directement invalidé et qui nous amène aujourd'hui vers des valeurs de 0,98. Donc il y a à peu près 2% de prise de perte sur les pièces les plus jeunes actuellement sur le marché. Donc clairement, nous pouvons observer ici qu'il y a eu un test, une phase de transition sur la rentabilité des dépenses qui a été clairement invalidée par 2 facteurs. Premièrement, le fait que les investisseurs ne sont pas encore prêts à garder leurs jetons et à les conserver malgré la hausse et qu'ils préfèrent du coup s'en séparer dès qu'ils ont l'opportunité. Du coup, ils sont en train de choisir toutes les portes de sortie possibles. Et deuxièmement, l'événement qui n'est pas un signe noir, mais l'événement d'actualité par rapport à FTX, le token FTT et Binance, a favorisé, a catalysé un mouvement de peur, un mouvement de méfiance, un mouvement de panique qui du coup nous a replongé dans une phase de réalisation de perte. Donc dans l'ensemble, et pour résumer la situation sur le marché du Bitcoin, nous avons donc une reprise sensible de l'activité des entités et du nombre de transactions réglées quotidiennement, qui pour l'instant est un signal relativement jeune qui a été catalysé notamment par la baisse récente, donc qui sera à vérifier. Donc on a une hausse de l'activité suite à une hausse du prix, mais encore une fois il faudra le confirmer pour voir s'il y a vraiment un intérêt, un optimisme sérieux, ou si c'est seulement un signal éphémère, un épiphénomène, qui en plus était catalysé par un événement d'actualité. Nous pouvons aussi observer du coup une hausse du nombre de transactions et de frais dans le même pool, donc une forme de congestion du réseau, de désir d'être inclus dans le prochain bloc, qui est relativement constructif parce que cela nous montre bien que les aspects fondamentaux de Bitcoin sont toujours présents et que potentiellement une nouvelle demande est en cours, bien que ce signal soit encore jeune et à confirmer. Au niveau de la rentabilité des dépenses, nous avons fait un test de divers points d'équilibre de la rentabilité qui ont tous été clos par un rejet de la zone neutre suite à la chute du prix et à la méfiance des investisseurs qui ont préféré se déliter de leur position et limiter leur exposition au risque plutôt que d'avoir confiance et de garder leur position au fur et à mesure du temps. Donc ce passage à un nouveau régime de réalisation de profit a été invalidé, notamment par la chute de FTX,
On peut s'attendre à une nouvelle vague de vente et de méfiance dans les prochains jours, avec peut-être une potentielle contagion des autres échangeurs, mais ce n'est pas à moi de spread des FUD, comme on dit. Et donc je préfère laisser ça aux prochains jours et nous observerons tout cela ensemble. Notons encore une fois que le contexte macroéconomique délétère, la récession, la guerre en Ukraine, l'influence des chiffres de l'inflation en général sur le marché des crypto-monnaies et traditionnelles est encore très puissante. Nous pouvons aussi voir actuellement que des événements internes, des événements d'actualité internes au marché des crypto-monnaies sont aussi capables d'avoir un impact sensible sur le prix du Bitcoin. Donc nous évoluons encore une fois dans un contexte inédit dans l'histoire du Bitcoin et nous ne pouvons pas nous fonder et nous fier à 100% sur les cycles précédents pour prédire ce qu'il va se passer. Maintenant que la situation a été traitée via Bitcoin, nous allons pouvoir nous intéresser à des données exclusives de Glassnode, qui sont d'ailleurs exclusives dans la traduction française grâce à Cryptost, et qui vont nous donner des informations par rapport à Alameda Research, FTX, Binance et la relation entre ces trois entités. Premièrement, nous pouvons noter que les flux sortant d'Alameda Research vont en grande majorité aller financer FTX, mais vont aussi parfois, à hauteur de 9% du volume de transfert, aller à Binance. C'est ce que le graphique suivant montre. Nous pouvons voir que depuis novembre 2021, Alameda Research a déposé un total cumulatif de quasiment 50 milliards, donc 49 milliards précisément, de valeur en tokens sur FTX et est donc le plus gros fournisseur de liquidité de la plateforme, notamment via des USDC, du DAI, de l'UST, du HUSD, des Ethereum et du WBTC. Donc il y a vraiment une relation très très forte entre Alameda Research et FTX, qui est donc le fournisseur principal de liquidité de la plateforme. Concernant maintenant les flux qui sortent de Alameda, pardon, les flux qui entrent d'Alameda, excusez-moi, nous pouvons voir que les contributeurs de liquidité à Alameda sont FTX à hauteur d'environ 7 milliards et Binance à hauteur d'environ 15 milliards. Donc il est très intéressant d'observer que depuis le 8 novembre 2021, depuis un an quasiment, Binance est un fournisseur de liquidité, est une personne, une entité qui envoie des fonds vers Alameda à hauteur de 2 fois plus que FTX. Cette relation est pour le moins curieuse, sachant que Alameda, elle, va ensuite fournir 90% des liquidités de FTX. Il y a donc un lien entre Binance, Alameda et FTX qui est très ténu et qui est relativement curieux à observer sur le temps. Si maintenant nous observons les flux sortants de FTX, nous pouvons voir qu'il y a 36% des flux sortants de FTX qui retournent vers Binance et 38% des flux de XTX qui retournent vers Alameda. Nous avons donc un schéma qui suit la chose suivante. Alameda finance FTX. FTX finance ensuite Binance. Mais Binance refinance Alameda derrière qui va refinancer FTX. Nous avons donc une forme de boucle de transfert entre ces trois entités qui montre bien qu'il y a une relation très forte et très intriquée entre ces trois entités qui s'interfinancent avec quand même une part qui est plus importante pour Binance car comme nous l'avons vu juste avant, Binance finance Alameda à hauteur de 2 fois le volume en termes de milliards qu'FTX le fait. Qui nous montre bien d'ailleurs en fait qu'Alameda était d'une certaine façon dépendante des flux de Binance pour affluer sur la plateforme FTX. Concernant maintenant les réserves de stablecoins sur Binance et sur FTX, nous allons voir deux comportements extrêmement différents. Alors que sur Binance, le flux de stablecoins a forcément et clairement diminué, il s'est littéralement effondré sur la plateforme FTX au cours des jours qui ont précédé la chute du prix actuel. Donc il y a vraiment une énorme phase de méfiance et de retrait avec beaucoup de stablecoins qui ont quitté la plateforme juste avant que la débâcle sur FTT ne commence. Cela peut aussi se voir au niveau des flux nets sur Binance qui sont relativement faibles actuellement, avec du coup un flux net qui est légèrement positif, alors que sur FTX, le flux de stablecoin net est en baisse et est négatif depuis quasiment le 25 octobre et continue en fait de baisser actuellement. Ce qui nous indique bien qu'il y a un flux sortant de stablecoin extrêmement puissant de la plateforme FTX avec une forte méfiance des utilisateurs de cette plateforme. Concernant maintenant le FTT token, le token FTX, qui est du coup le token de gouvernance de la plateforme FTX, nous avons pu voir un énorme assaut
de tokens FTX qui arrivent sur Binance. C'est vraiment la plateforme de prédilection sur laquelle les entités ont posé leurs jetons. Nous sommes passés d'une valeur d'environ 1 300 000 FTT le 4 novembre à actuellement plus de 39 millions. Donc nous avons une multiplication par quasiment plus de 30, donc x 30 sur les réserves de FTT de la plateforme Binance. Alors que sur FTX, nous avions eu une légère hausse, enfin en fait une hausse même notable en fait, de FTT qui était passée de environ 74 millions à 240, quasiment 259 millions. En fait, ces FTT avaient été retirés de l'offre qui était dans les smart contracts et du coup avaient été conservés du coup sur la plateforme FTX, probablement par Sam Bankman-Fried, son équipe et Alameda Research. Concernant maintenant les réserves en Bitcoin et en Ethereum de ces plateformes, nous pouvons voir d'abord pour Bitcoin que la chute a été très très faible pour l'instant sur Binance, donc il n'y a pas forcément un énorme exode des bitcoins sur Binance, alors que sur la plateforme FTX, nous avons en fait une chute structurelle des réserves de Bitcoin qui sont donc en train de quitter la plateforme et qui témoignent du moins d'une perte de confiance graduelle des investisseurs et aussi d'un désir d'achat probablement pour acheter ces BTC et les sortir des exchanges. Ce qui est du coup l'opposé de ce qu'on peut voir sur Binance avec une phase qui ressemble plutôt à une phase de dépôt et une augmentation. Ici nous sommes environ aux alentours des 600 000 BTC et actuellement nous sommes autour de 640 000 alors que sur FTX nous étions en juin aux alentours des 60 000 BTC et nous sommes actuellement autour des 6 BTC, ce qui fait une division par 10, c'est extrêmement conséquent et tout à fait révélateur de la situation. Encore pire pour Ethereum qui du coup a le même schéma en fait sur Binance, donc nous voyons bien que en juin il y avait environ 4 millions d'Ether sur Binance, il y en a actuellement quasiment 5 millions. Donc nous avons eu une légère phase de dépôt, une légère hausse des dépôts de Ethereum, d'Ether sur Binance. Par contre, concernant FTX, en juin, nous étions aux alentours des 500 000, 600 000 environ Ether, et nous sommes actuellement aux alentours des 29 000, quelque chose d'un peu plus bas, ouais, 30 000 environ Ether. Donc nous avons vraiment eu ici une très très forte décharge des Ethers qui sont sortis de la plateforme FTX. Donc globalement, nous pouvons voir qu'il y a une très très forte phase de méfiance comparément à FTX, que les BTC et que les Ethereum sont en train de quitter les échanges, mais il y a aussi le fait que FTX soit en train de geler des fonds ou du moins de geler les retraits. Comme nous pouvons le voir sur Etherscan, il n'y a plus que des transactions entrantes qu'il se passe sur FTX depuis un bon moment, depuis d'ailleurs quasiment, je pense, plus d'une journée.